minutes top chrono. Merci, merci. En fait, juste avant de m'en venir, il y a une de mes étudiantes qui m'a croisé et elle m'a dit bonne chance. Pourquoi elle m'a dit bonne chance? Parce que personne n'aimerait être dans mes souliers présentement après une conférence aussi inspirante. Euh, pour seule munition, en plus, je vais vous parler un peu de bois. Je vais vous parler de mon parcours, en fait, en 5 projets. Je vais vous parler aussi du défi auquel je fais face. Puis pour aider à garder l'atmosphère, je vais essayer de reprendre l'analogie de la vache. Donc, c'est ça. Après avoir terminé mon doctorat à l'Université Laval, je me suis exilé en Écosse à l'Institut Forest Research, puis j'ai travaillé sur un projet européen qui s'appelait EcoSlopes, qui, grosso modo, utilisait, en fait, on étudiait les forêts pour leur rôle de protection dans les pentes. Donc, on étudiait l'ancrage des racines puis des arbres au sol dans les pentes, à la fois en Écosse pour le risque de glissement de terrain ou d'érosion, et évidemment dans les Alpes plutôt pour la protection des communautés qui vivent dans le bas des pentes pour les risques d'éboulis. Et déjà très, très tôt, donc ça, c'est le 3e jour de ma carrière de chercheur. Je me suis retrouvé dans les Alpes pour une réunion qui, bien sûr, le setting était un peu différent de ce qu'on a ici à Rimouski, mais c'est un peu la même expérience qu'on vit, en fait, une camaraderie avec plein de contacts qu'on se développe. Et puis, le fait de passer du temps ensemble. Et puis, donc, à travers tous les projets auxquels j'ai participé, puis à travers des réunions comme celle-ci, c'est ça que j'apprécie particulièrement. Ici, sur la photo, là, on a un de mes mentors, Barry Gardner, qui a été vraiment qui a eu une grande influence dans ma carrière de recherche. Et puis, la personne que j'essaie d'étrangler, c'est Bruce Nichol, qui est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé également. Plus tard, après la fin de ce projet européen-là, le projet, on était au 6e framework de la communauté européenne et les projets forestiers avaient été réunis dans un seul grand projet. 18 pays qui travaillaient ensemble et les réunions là, pour le projet étaient plus grandes qu'une réunion du CEF, c'est pour vous dire. Et le but était de développer un simulateur de l'ensemble de la chaîne de valorisation des produits forestiers à l'échelle de l'Europe en entier. Donc, c'était un énorme défi. Et là-dedans, moi, j'avais un rôle, je dirais, assez simple là, qui consistait à relier, en fait, nos travaux de recherche commençaient en forêt. Donc, on avait des travaux de recherche qui regardaient les propriétés des arbres, qui regardaient qui caractérisaient finalement là, les arbres eux-mêmes. Puis là, après ça, on les récoltait, on allait, puis nos projets se terminaient en usine. Puis si on regarde la communauté de recherche au Québec, ces communautés-là sont très, très distinctes. Celle de la forêt, puis celle de la transformation des produits du bois. Et ce sont deux communautés qui sont assez séparées. Moi, je me retrouve à l'interface entre les deux. Mais je suis content d'être à l'interface. Mais si on y pense comme il faut, je pense que c'est important d'avoir des liens entre ces communautés de recherche-là parce que mais ça fait partie d'une même chaîne de valorisation. L'analogie de la vache s'en vient bientôt. En 2007, l'appel de la maison a été assez fort. Il y avait une opportunité de devenir professeur de sylviculture à l'Université Laval. Et puis, de fil en aiguille, donc j'ai obtenu le poste et de fil en aiguille, je me suis retrouvé justement encore une fois à l'interface entre les sciences forestières puis la science et la valorisation du bois. Et je me suis même retrouvé là, à diriger le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables qui a eu un bref passage là, parmi les réseaux stratégiques du FRQ de 4 ans. Puis j'ai dirigé le centre après qu'on ait perdu notre financement FRQNT. Et ce qui explique, en fait, les gens m'ont demandé pourquoi à un âge aussi vénérable, tu deviens nouveau chercheur du CEF. C'est parce que j'étais plutôt impliqué dans un autre centre et maintenant, je pense que le temps est venu de m'impliquer plus activement au CEF. Mais ce que je veux vous dire ici, en fait, c'est que ce que j'ai perçu, puis ça, c'est le pavillon Kruger de l'Université Laval dans lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, invariablement, les gens qui rentrent dans ce pavillon-là, trouvent que le pavillon est magnifique. Trouvent que le matériau, c'est un pavillon qui est entièrement construit en bois, trouvent que le matériau, ils sont très, très attachés au matériau. Puis, évidemment, comme forestier, on sait que ce matériau-là vient des coupes forestières. Mais le lien n'est pas toujours facile à faire. Puis, moi, si je choisis de manger de la viande, il faut que je sois conséquent avec le fait que je sais qu'il va y avoir des vaches qui vont malheureusement mourir
parce que je mange de la viande. Mais si on pense au bois, donc si ça me dérange, je peux choisir de ne pas manger de viande. Et si on pense au bois, tout le monde dans la salle ici, crée un besoin de consommation pour ce matériau-là, ne serait-ce que pour notre papier hygiénique. Puis évidemment nos maisons, puis les objets qu'on aime. Puis... Donc, on a un attachement très, très fort aux matériaux. On crée un besoin pour ce matériau-là. Et puis, bien, étant forestier, je comprends aussi que les coupes forestières, donc tout le monde aime le bois, personne n'aime la coupe. Et comme forestier, je comprends bien sûr que le bois, c'est-à-dire que cette coupe-là est une perturbation anthropique dans un écosystème forestier. Et que cette perturbation-là n'est pas nécessairement souhaitable d'un point de vue écosystémique. Donc, comment réconcilier ça? Évidemment, ça, c'est, Maxence parlait d'un paradoxe, mais moi, c'est mon paradoxe. C'est celui qui, pour moi, est comme un peu difficile à réconcilier. Puis en fait, comment on y arrive, c'est que finalement, c'est qu'on se dit, bien, le fait qu'on comprenne ça, ça nous donne une responsabilité morale d'extraire un maximum de valeur de chacun des arbres qu'on va extraire lorsqu'on va faire une coupe. Ça a l'air facile à dire comme ça, mais c'était l'idée de base qui était derrière le premier projet pan-canadien. Donc, 3 grands projets pan-canadiens, 5 millions de dollars, 40 étudiants gradués qui sont formés, affectueusement appelés PHQ. Et donc, c'était l'idée, en fait, de joindre des modèles de croissance à des modèles de distribution des propriétés du bois dans les tiges, à des modèles de transformation primaire, à des différents produits à valeur ajoutée, avec un thème qui était transversal, qui, lui, touchait plutôt, qui était dirigé, en fait, par Sophie Damour, là, notre rectrice actuelle. Ici, je montre Emmanuel Duchâteau, il est rendu chercheur maintenant à la DRF, mais c'est ce qui m'a permis, comme nouveau chercheur, d'avoir du financement. Donc, je faisais partie d'un groupe. J'ai obtenu du financement pour être capable de recruter plusieurs étudiantes et étudiants gradués. Et donc, je le montre lui, mais il fait partie d'un grand groupe. Et donc, ça m'a permis de me partir. Puis là, donc, on a travaillé sur ces travaux-là. Et puis, plus tard, bien, les partenaires, en entendant la présentation, j'avais l'impression un peu d'être dans une démarche sans le savoir de recherche, action, ou en tout cas, je ne me souviens plus du terme exact. Mais les partenaires nous ont dit, bien, c'est très bien ce que vous avez fait, mais maintenant, on a besoin de travailler à plus large échelle. On a besoin de travailler à l'échelle du territoire en entier, puis on a besoin d'utiliser les outils de la télédétection pour être en mesure de bien comprendre les caractéristiques des approvisionnements en bois qui s'en viennent. Puis là, il s'est passé quelque chose d'assez inattendu dans mon programme de recherche. En fait, c'est que j'ai un étudiant qui, pour ses propres besoins d'abord, a développé un outil dans R pour analyser les données LIDAR. Juste à main levée, qui connaissait le package LIDAR ici? Quand même plusieurs personnes, mais mon travail ici n'est pas fini. Ça veut dire que, donc, l'idée, en fait, c'est qu'il a développé ça pour ses propres besoins, puis de fil en aiguille, c'est devenu un package en R qui est très, très utilisé. Puis ça avait complètement transformé ma carrière de recherche. En fait, ma seule contribution à ça, c'est d'avoir eu l'esprit assez ouvert pour laisser Jean-Romain Roussel, le développeur du package, travailler sur ce projet-là, puis continuer. Donc, je lui ai seulement permis de suivre une voie un peu différente en recherche et ça nous a amené des bénéfices incroyables. Ça l'a en fait aussi transformé vraiment mon programme de recherche. Ça a fait en sorte que je suis devenu, du jour au lendemain, quelqu'un qui était un chercheur qui avait un nouvel outil important dans son coffre à outils, puis c'était l'usage des outils de la télédétection. Alors ça a été vraiment transformateur, puis c'est ce qui m'a amené vers un troisième projet que je dirige à l'heure actuelle, qui est le projet Sylva 21. Encore un projet d'environ 5 millions, trentaine, quarantaine d'étudiants gradués qui sont d'étudiantes et d'étudiants qui sont formés dans ce projet-là. Et là, les partenaires nous ont dit, c'est beau ce que vous faites au niveau de la prévision des propriétés du bois, mais là, on sent que le niveau de perturbation dans nos forêts devient trop grand, puis qu'on n'a pas les outils pour être capable d'adapter notre sylviculture à des réalités changeantes. Alors, on a mis sur pied avec les partenaires le projet Sylva 21, qui est un projet à l'échelle canadienne, et on a conceptualisé finalement ce qu'on croyait qui était une nécessité, en fait, d'élargir les cadres de la science sylvicole. La science sylvicole est une science qui est avant tout empirique, c'est-à-dire on essaie d'apprendre du passé pour appliquer des traitements sylvicoles aujourd'hui.
Là, on a dit, bien, probablement qu'il faut en faire une science un petit peu plus, une science d'anticipation. Alors, on a fait travailler ensemble des gens qui sont issus des technologies de la télédétection avec des modélisateurs de la croissance forestière pour inclure évidemment les effets des changements climatiques sur la croissance forestière, pour ultimement, avec aussi des sylviculteurs, des sylvicultrices, pour ultimement avoir 3 thèmes, d'observer, de prévoir ce qui s'en vient, puis ultimement d'adapter la sylviculture à des réalités changeantes. Alors ça, c'est ce qui m'occupe jusqu'à aujourd'hui, puis je vais prendre les 4 minutes qui me restent pour regarder un peu ce qui s'en vient dans le futur. Donc, après un bref passage, de 3 ans dans l'administration universitaire, récemment, là, alors que le mandat à la direction de la direction scientifique de la forêt Montmorency, le mandat d'Evelyne Tifo, ma collègue, s'achevait, on a choisi avec Nancy, ma doyenne, de me faire passer vers un autre défi qui est celui de la direction scientifique de la forêt Montmorency. Je vais vous en parler juste rapidement. Au niveau scientifique, donc, j'ai regardé les 20 dernières années, puis on a regardé quels sont les articles qui ont les mots-clés forêt Montmorency. On voulait savoir c'est quoi l'impact de la forêt Montmorency dans le monde de la recherche. Puis on voit là, il y avait dans les 20 dernières années 203 articles qui ont été publiés. Sous le leadership d'Evelyne, une augmentation des publications scientifiques et de manière importante aussi, plein de nouvelles initiatives excitantes comme les projets Norlab pour les véhicules autonomes en forêt, la tour à flux de l'équipe d'hydrologie forestière et du groupe de François Anctil, le projet DREAM, et les projets Transex aussi de migration assistée, les projets d'Evelyne sur le carbone forestier. Et donc, il y avait un renouveau, je dirais, des projets qui sont menés là. Mais il y a une chose qui m'a frappé, en fait, c'est que parmi les 203 articles, il y en avait seulement 3 qui avaient la forêt Montmorency dans son titre. Et je pense que le défi auquel je vais m'attaquer, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais c'est celui de faire de la forêt Montmorency un objet d'étude. Brièvement, comment on peut en faire un objet d'étude, je pense, c'est de la mettre dans son contexte, vraiment au sud de la forêt boréale. Je ne parlerai pas trop de ça, mais là, tout le monde m'a parlé du ski de fond avec la direction scientifique de la forêt Montmorency. Mais donc, des attentes des différents publics. On a aussi un projet pilote du ministère de l'Environnement qui va être placé et qui va toucher en zone de conservation de l'habitat du caribou forestier 50 % de la forêt Montmorency, 75 % en tout avec la zone de restauration. On a un nouveau régime forestier. J'ai choisi les découpures de journaux qui étaient les plus positives. L'université a aussi des attentes en termes de contribution à la carboneutralité. On a les changements climatiques, en fait, qui font en sorte qu'il y a un réchauffement important. Un réchauffement en 60 ans environ de température moyenne annuelle de 4 degrés. C'est comme si on déménageait la ville de Québec de 2000, mettons, la ville de Québec qui est son climat, puis on le déménageait en 2050 à la forêt Montmorency. Donc, nécessairement, il va y avoir des impacts. Associés à ça, il y a un risque de perturbation toujours plus élevé. Et ce que je souhaite, en fait, essayer de faire reconnaître, c'est le fait que devant toutes ces réalités changeantes-là, puis les attentes différentes qui sont complexes des différents publics, qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi le meilleur modèle d'aménagement forestier pour faire face à ça. Puis, comme on ne le sait pas, l'idée de base, ça serait d'appliquer différentes approches d'aménagement forestier à l'échelle du territoire. Donc ici, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est des compartiments d'organisation spatiale de 3-4 000 hectares chacun. Puis l'idée de base qu'on aimerait mettre en place, en fait, c'est différentes approches d'aménagement sur le territoire, selon différents gradients, différentes approches avec plus ou moins est-ce qu'on veut intégrer chacune des valeurs forestières sur chaque hectare ou est-ce qu'au contraire, on veut zoner un peu plus comme ce qui est proposé dans le nouveau régime forestier. Il y a un gradient de conservation aussi du sud au nord aussi avec pour l'habitat du caribou forestier. Puis ultimement, en fait, c'est de transformer le territoire puis d'essayer des choses à une échelle qui est beaucoup plus grande que celle qu'on est habitué d'appliquer. Puis, avec le temps, donc, qu'il y a des chercheurs qui viennent étudier les impacts de ça sur la qualité de l'eau, par exemple, sur la biodiversité et les espèces menacées, sur la production de bois aussi, bien sûr, sur l'adhésion sociale à nos pratiques, ce qui est une chose, en fait, qu'on ne peut pas dire qu'on a vraiment dans notre aménagement forestier, une adhésion au grand projet d'aménager la forêt québécoise.
sur la qualité des paysages, puis aussi, ultimement, ben, pourquoi pas sur la santé humaine et sur le bien-être qu'on ressent lorsqu'on est dans une forêt qui est aménagée selon une approche ou une autre. Alors, c'est ça qui va m'occuper dans les prochaines années, puis je vous remercie pour votre attention.